I want to say about the dramatic irony, which is very interesting. It's a very strong, very effective way to write fiction, where the reader is in possession of facts. I mean, for instance, like a lot of theatre, like Moliere's plays, are based on the fact that the audience knows more about what's going on than the characters. And from that, you get a lot of laughs and excitement. But I don't think that makes it a conspiracy. I think it's a kind of, it's a way of presenting the plot. And you made me think about the technique that I've often used, a lot of writers use, of the unreliable narrator. And that is somebody who tells the truth, never consciously lies, speaks only in facts, all of which are checkable. And yet it turns out that the reader eventually has to realise that there has been a lot not said. And so that the reader is made to work. They're not just treated as clever. I mean, I don't think my readers are clever, I think they're lazy. All the buggers to work, you know. Je voudrais revenir sur ce que disait Ariel sur l'ironie dramatique. En fait, je pense que c'est une manière très efficace d'écrire de la fiction, où on a donc justement un public qui en sait plus que les personnages de l'histoire. C'est un procédé qui a été extrêmement utilisé, par exemple dans les pièces de Molière. L'audience en sait plus que les personnages, ce qui permet d'avoir un effet comique. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment une manière de conspirer. Je pense que c'est une manière de présenter une intrigue. C'est une technique que j'ai beaucoup utilisée, que beaucoup d'auteurs ont utilisée. Et que finalement à laquelle ça me fait penser, c'est le narrateur non fiable. Et en fait, c'est un personnage qui raconte la vérité, qui ne ment pas, qui expose que des faits qui sont vérifiables. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et du coup, ça fait travailler le lecteur. Et moi, je ne pense pas que mes lecteurs sont spécialement intelligents. Je pense que c'est des gros paresseux et qu'il faut les faire travailler. That of course excludes everyone here. Bien sûr, ça ne vous concerne pas, vous êtes super. Donc c'est trop bien, je suis très vexé. Quels sont les retours que vous avez sur ce livre, Christopher Priest? Not a lot. Actually, it's had very few reviews. The most reviews I have were in France. It's been treated by the French as my next novel. I think in the English language speaking world, people have been embarrassed because it's telling them things they don't really want to know, and it's a process called cognitive dissonance. I don't know how that translates. I'm sure my learner will help me there. But cognitive dissonance is when you erect an understanding of the world, which is based on your experience, but what you choose to believe, and so forth. And then somebody comes along and says, no, it's not like that at all. And at that point, you have to sort of either accept it, and this questions everything that you've known to that point, or you have to reject it. Now, my novel, Consequence, is specifically about cognitive dissonance. It's about the fact that the great public who have listened to the American government's version of what happened are happy with that story. They don't want it changed, because to do so would bring into question all sorts of things they don't want to question, like the effectiveness of the American defense system, which was completely penetrated that day, or the truthfulness of the president, or indeed these days the morality of the president. Pour être honnête, des retours, j'en ai pas eu beaucoup en fait. J'ai eu très peu de critiques. La plupart viennent de France, où ce livre a été traité comme mon nouveau roman tout à fait normalement, mais le monde anglophone en a très peu parlé, et je pense qu'ils sont très embêtés avec ce livre, parce que je pense qu'il dit des choses qu'ils n'ont absolument pas envie d'entendre ou absolument pas envie de savoir. En fait, c'est un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que, en gros, vous avez une compréhension du monde qui est basée sur votre expérience, sur les choses que vous choisissez de croire. Et imaginons qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit non, c'est pas du tout comme ça. C'est complètement différent. Et alors là, vous avez le choix de faire. Vous avez deux possibilités. Soit vous acceptez ce que cette personne vient vous dire, mais ça veut dire qu'il faut vous questionner tout, en fait. Tout ce que vous saviez jusqu'à maintenant. Ou alors, vous le rejetez. Et en fait, conséquence d'une disparition, ça parle exactement de dissonance cognitive. Et en fait, le public au sens large
a écouté le récit et l'explication du gouvernement américain sur le 11 septembre, et ils se satisfont complètement de cette histoire-là. Ils n'ont absolument pas envie que ça change. Parce que si jamais ils acceptent, c'est justement que c'est pas comme ça, ça veut dire qu'il faut questionner énormément de choses qui sont inconfortables. Par exemple, il faut s'interroger sur l'efficacité du système de défense américain qui a été complètement vaincu ce jour-là. Il faut se questionner également sur la véracité ou, ces jours-ci plutôt la grosse bêtise, de ce que le président raconte. Jean-Michel Truand, avant de nous quitter, un petit mot, puisque je vois qu'Eternity Express est sur la table, sur ce roman également. Alors, je ne sais pas si on peut forcément parler d'un complot au sens où on vient de l'évoquer, mais on est quand même dans un projet particulier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Michel, il faut quand même que vous sachiez que c'est un romancier extrêmement provocateur. Et le thème d'Eternity Express est quand même d'une immense violence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi parle ce roman ? Il parle de l'élimination des vieux qui sont des bouches inutiles et donc comme solution au problème du financement des retraites. Donc il y a un système industriel qui est mis en place. Et le lien, je voudrais faire le lien avec précédemment. Dans ce roman, j'ai choisi de raconter la vérité au lecteur. Et mon pari, c'était qu'il ne verrait pas que c'est la vérité. Et qu'il ne verrait surtout pas que ça s'est déjà passé, dans un passé récent. Que tous ces événements que je décris, concernant ces vieillards qui montent dans un train pour une destination lointaine à l'Est, se sont déjà passés. Et mon pari, c'est qu'il ne découvre, ce qui se passe réellement, ce qu'est réellement ce train, et tous les autres qui prennent la même direction, parce qu'il s'agit de millions de personnes qui sont envoyées en Chine dans des lotissements de rêve pour y passer le reste de leur jour, et bien que ces événements ont déjà un modèle, plus qu'un modèle, ils ont déjà été vécus grandeur nature, et le lecteur ne s'en rend compte que beaucoup de mes lecteurs ne s'en sont rendus compte qu'en lisant les 3 dernières pages. Et ceux qui sont venus me voir en me disant « Oui, oui, je t'ai vu venir quand même », sont la minorité. Bon, vous voyez bien à quoi je fais allusion. Là, je leur raconte la vérité, mais la réaction c'est non, il va pas nous ressortir ça, c'est pas possible. Il n'osera pas faire ça. Il doit s'agir d'autre chose. Et dans les 3 dernières pages, on se rend compte que ben oui, il l'a fait. Il s'agit bien de la même chose. Et mon but, c'était évidemment que le lecteur, après avoir fermé la dernière des 3 pages, et donc la dernière des pages du bouquin, se dise après tout, pourquoi pas. Oui, peut-être pas quand même. Grégory Darosa, le 3e